Je vais appeler les intervenants de la table ronde en vous les présentant. J'ai demandé à Anne-Laure Monod de nous rejoindre. Elle est ergothérapeute, responsable des pluriprofessionnels de santé au département de santé mentale et de psychiatrie, ici au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève. Lisiane Farquet-Martinez est ergothérapeute également. Elle est au service d'ergothérapie ambulatoire en santé mentale. Et puis, je dois excuser Nicole Gadian qui a dû se décommander. Et je remercie Claudia Menzago-Longchamp d'avoir accepté de participer à cette table ronde au pied levé. Elle est aussi elle est art-thérapeute. Elle travaille avec Alzheimer Genève et elle œuvre également dans plusieurs EMS. Je vais demander ici à Catherine Maffei, qui est art-thérapeute également, de nous rejoindre. Elle est responsable d'un atelier de développement personnel au Centre Espoir, c'est un centre de l'Armée du Salut. Et puis Stéphane Delgrand, qui est directeur des services socio-éducatifs aux EPI, ce sont les établissements publics pour l'intégration. Et enfin, les deux conseillers d'État qui nous font l'amitié d'être là ce soir, Thierry Apetello, tout d'abord, qui est en charge donc, de la cohésion sociale, et Mauro Poggia, qui est en charge de l'emploi et de la santé. Une première petite question avant qu'on... L'idée, c'est de faire une table ronde et que vous interveniez. Je vais leur poser une petite question à chacun pour que vous ayez un peu une idée du domaine dans lequel ils travaillent et des idées qu'ils ont envie de développer. Alors, je vais demander à Anne-Laure Monod, peut-être, dans le domaine de la santé mentale, est-ce que pour vous, l'art, c'est un outil thérapeutique ou bien un vecteur d'intégration ou les deux à la fois? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets? Mauro Poggia qui dit que comme Jean Dubuffet n'est plus là, peut-être que Mali Jeunesse pourrait aller chez lui, parce que semble-t-il qu'il a des œuvres cachées aussi, notamment celles qu'il dessine au téléphone. Bien, alors ça c'est une grande question. Moi j'avais envie en tout cas de remercier Madame Jeannette pour sa présentation, ça m'a beaucoup émue et je crois qu'on parle effectivement de la santé mentale aussi de cette manière-là, c'est-à-dire de faire des liens entre le ressenti et l'expression. Et c'est vrai qu'à quel point la santé mentale peut être à des moments donnés en difficulté quand les patients sont hospitalisés en psychiatrie ou suivis dans les centres ambulatoires. Et je dois dire que le thérapeutique ou pas, je dirais que l'important c'est en tout cas de permettre à des personnes souffrantes et vulnérables d'avoir des espaces d'expression. Des espaces d'expression, comme vous le disiez très bien, d'un monde imaginaire, d'émotions, de ressentis, de perceptions, de choses qui sont inavouables, de choses dont on ne peut pas parler. Et pour passablement de personnes hospitalisées ou pas, il y a cette difficulté de mettre en mots. Et je trouve que l'alternative d'utiliser un espace créateur, créatif, d'être vraiment dans cet élan de production de soi-même, permet et a des effets thérapeutiques. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Est-ce que ça peut permettre de diminuer l'utilisation des psychotropes? C'est un peu que la question bateau que tout le monde se pose, mais elle est importante. Je pense qu'une certaine médication en fonction des psychopathologies est nécessaire. Maintenant, je suis aussi sûre qu'il y a quelque chose qui peut s'apaiser dès le moment où la personne peut mettre ensemble son vécu, son ressenti sur une page de papier, à travers une musique, à travers une danse, à travers une improvisation théâtrale. Je crois que c'est la multiplication des expériences d'expression autres que par le verbe ou uniquement par le verbe qui fait que certainement l'utilisation de la médication pourrait être moindre. Merci. Lisiane Farquet-Martinez, je vais vous poser un peu la même question et vous demander aussi de nous raconter une histoire concrète, un cas qui vous semble bien illustrer en fait l'apport de l'art dans le domaine ambulatoire. Comment est-ce qu'un ergothérapeute utilise l'art dans sa pratique? Oui, volontiers. Alors, en ergothérapie déjà, peut-être juste un petit point sur qu'est-ce que l'ergothérapie. C'est un métier qui n'est pas toujours très bien connu. Donc, pour faire simple, c'est la thérapie par l'activité. Donc, en effet, et d'autant plus au service au SEA, au service d'ergothérapie ambulatoire, en santé mentale, on utilise l'outil créatif
Donc on parle plus d'outils créatifs. On proposera aux patients donc, différents types d'outils de médiation. L'outil créatif est aussi utilisé. On propose des thérapies de groupe, des thérapies individuelles. Donc pour nous, c'est sûr que c'est un outil thérapeutique et un vecteur d'intégration. On l'utilise énormément. Après, par rapport à des exemples concrets, alors pour en venir également par rapport à la question aux médications, c'est vrai que c'est une question qui est souvent abordée dans les groupes parce que c'est parfois très difficile pour les patients d'être médicalisés. Il y a souvent des effets secondaires qui ne sont pas simples. Et autant en groupe qu'en thérapie, on en parle. Et je pense que c'est vraiment un travail de collaboration. On ne pourrait pas dire qu'en ergothérapie, si on fait de l'ergothérapie, on n'a plus besoin de médicaments. Au contraire, on travaille avec les psychiatres. Donc c'est quelque chose qui se fait en parallèle. Et les médecins et nous, on revoit nos thérapies régulièrement afin d'être au plus près de ce que souhaite le patient, retrouver son autonomie. Et donc par rapport à ça, un exemple concret, c'est vrai j'ai un patient qui a été médicalisé pendant un certain temps, qui n'a pas supporté les psychotropes, entre autres, et donc il a souhaité les arrêter. Qu'est-ce qu'il avait comme pathologie ? Schizophrénie, paranoïde. Et c'est un patient qui travaille beaucoup l'art. Donc c'est quelque chose auquel il tient. Et avec les psychotropes, il n'avait plus cette imagination et voilà, tout ce qui va avec. Donc il a décidé d'arrêter sa médication. Et ça a été un travail qu'il a fait de son côté, donc seul, pour trouver d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est quand même rare. En général, on encourage quand même fortement parce que au niveau des psychotropes, parce que c'est un travail très difficile de pouvoir réussir à gérer cette maladie sans ces médicaments. Et lui, il y arrive. Il y arrive. Disons qu'il connaît maintenant ses limites. Il est plus proche de la retraite que de l'adolescence. Il y est arrivé au travers d'une recherche d'outils. Donc il pratique la relaxation dans les moments difficiles. Il évite tous les facteurs stressants, tout ce qui peut le stresser dans la vie. Il se connaît un petit peu, donc il va éviter de sortir aux heures de pointe. Enfin voilà, des choses qui pourraient augmenter ses délires. Et puis ainsi, il arrive à trouver un certain équilibre avec un réseau aussi qui l'entoure. Et voilà, moi je suis entrée dans la course il n'y a pas très longtemps. On essaye de remettre en marche justement son souhait de pouvoir créer et éventuellement exposer un jour. Merci. Je vous demande de passer le micro à votre voisine. Claudia Menzago-Longchamp, vous êtes art thérapeute. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça diffère du travail des ergothérapeutes. Et puis vous travaillez avec des patients Alzheimer, entre autres. Oui, alors avant toute chose, j'aimerais juste dire quelques mots sur les troubles cognitifs, parce qu'on parle beaucoup de troubles cognitifs concernant l'accompagnement de la maladie du type Alzheimer. Donc un trouble cognitif, c'est un trouble mental qui va principalement impacter la mémoire. Et puis, ça va modifier beaucoup la perception et la résolution des problèmes. Je vous donnerai maintenant plutôt une définition qui est originale, qui m'a été donnée par un patient, donc qui est diagnostiqué avec une pathologie de trouble de type Alzheimer, qui m'a dit quand ça vous arrive, c'est comme quand vous mettez la main dans la poche pour chercher une clé, mais que la poche est vide. Donc ça dit exactement la même chose, mais de manière beaucoup plus prégnante. En art-thérapie, nous, ce qu'on utilise, c'est le processus créatif comme cœur du soin. Et on va utiliser plusieurs outils qui vont être mis à disposition de nos patients. Ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, mais ça peut être aussi de la photographie, du texte. Et on va vraiment se mouler au déficit de la personne qui est en face de nous. Et comment vous les abordez, les patients, avec ça? Vous leur dites bonjour, voilà des crayons de couleur. Alors je les aborde comme dans la vie, tout le monde, bonjour, voilà, en me présentant et tout ça. La première chose, c'est, moi j'aime bien travailler en connaissant le moins possible l'histoire de la personne.
Parce que déjà, ça va éviter beaucoup d'écueils et puis ça va vraiment éviter de la mettre en situation de danger et d'éviter tout trouble de ce type-là. Et puis, je vais plutôt retenir les nouveaux comportements que cette personne exprime. Et en fonction de ces comportements-là, je vais adapter la prise en soin. D'accord, merci. Alors Catherine Maffei, vous faites la même chose, mais avec d'autres types de personnes qui sont souvent des personnes qui sont désocialisées, marginalisées. Et alors racontez-nous, vous, comment vous procédez. Oui, bonsoir. Alors peut-être juste pour situer un peu le contexte de cet atelier, donc, qui se situe au Centre Espoir, qui accueille des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc c'est un lieu de vie pour ces personnes. Et puis cet espace a été créé et il est destiné aux personnes donc, qui habitent le centre, mais qui n'ont pas la capacité de travailler en atelier. Et donc qui ne font rien à quelque part de toute la journée, qui pour certains restent même dans leur chambre enfermés. Donc cet espace s'adresse donc aux personnes à quelque part les plus faibles, encore qui résident au Centre Espoir. Et il a été donc créé pour leur permettre d'avoir un lieu où ils puissent justement sortir de leur chambre, se sociabiliser, pouvoir créer des objets, des œuvres artistiques et sortir de leur isolement. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte. Et puis je dirais que le rôle de l'art et de l'art-thérapie, essentiellement, c'est de refaire du lien. Je trouve que c'est un mot qui est déjà beaucoup sorti déjà. Ce sont souvent des personnes qui sont en déliaison. Enfin, schizo, c'est donc dissocié. Donc, ils sont en rupture de lien interne, de lien avec leur corps, en rupture de lien avec leur sens aussi, en rupture de lien externe avec la rupture de liens sociaux. Et puis là, l'art va leur permettre de remettre du lien dans tout ça, de remettre du flux, en fait, vraiment de refaire circuler. Et je trouve de remettre du flux dans l'existence. Et je trouve que dans le documentaire, enfin dans la présentation qu'on vient de voir, on voit tout ce flux de vie. Et justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, c'est est-ce que parmi les personnes avec qui vous travaillez, vous avez remarqué cette espèce d'effervescence créatrice, et est-ce qu'il y en a certains que vous adresseriez à la collection d'art brut de Lausanne? Alors, ça m'a fait penser à une personne, oui, voilà, où il y a vraiment une espèce de création comme ça qui s'arrête pas. Voilà, elle est dans son histoire et puis elle crée. Et puis elle a des phases, donc par moment ça va être certains thèmes précis qu'elle va répéter plusieurs fois, ou certaines couleurs, ou certains motifs. Voilà. Merci. Stéphane Delgrande, je vais vous poser une question peut-être moins concernant l'art, mais plutôt comment on défend au fond le travail qu'on fait en art-thérapie dans les différentes institutions, quand on est dans des situations de resserrement budgétaire. Au fond, comment est-ce que on communique par rapport à ça, notamment vis-à-vis des politiques, pour obtenir les moyens de ces ateliers, de ces actions? Bonsoir. Comme vous l'avez dit, je représente un établissement social qui a pour mission d'accueillir, soit en hébergement, soit à la journée, des personnes en situation de handicap, comme le font d'autres établissements dans le Centre Espoir et dans d'autres établissements représentés dans la salle. Alors je dirais, nous, notre travail et notre mission, c'est l'accompagnement sur du moyen et long terme vers une qualité de vie qui puisse s'améliorer pour des personnes qui ont souvent une qualité de vie très précaire. Par rapport à ça, il y a quand même deux points qui sont les composantes d'une qualité de vie. C'est d'avoir des activités significatives pour la personne. Et je dis bien pour la personne, ce qui est significatif pour une personne, notamment une personne vivant une situation de handicap, ne l'est pas forcément selon mes représentations, mais selon les siennes et ce qui est significatif pour elle. Et puis, deuxième aspect, c'est des activités dans lesquelles une personne peut exprimer son potentiel, ses ressources, et pas seulement illustrer ses difficultés, ce qui malheureusement est souvent le cas. Donc, par rapport à ça, on constate régulièrement que nombre de personnes concernées trouvent dans des activités de création libre des espaces qui sont significatifs pour eux et dans lesquels elles peuvent exprimer leur potentialité. Donc je dirais que c'est en ça, principalement,
qu'on va axer notre démarche et notre argumentaire, c'est qu'on est là pour développer une qualité de vie basée sur des activités significatives pour les personnes elles-mêmes. Merci. Je vais passer la parole à Thierry Apotello. Les structures qui s'occupent de handicap, de santé mentale et d'intégration des personnes avec des troubles psychiques ou cognitifs dépendent de votre département. Quand vous entendez les professionnels et quand vous voyez une présentation comme celle de Mali Jeunesse, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui qui est dans votre dicaster et dans votre pouvoir ? Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce moment ou de ces journées ô combien importantes. Je dois vous faire un aveu. J'ai pas mal cogité autour de la question du titre de la conférence de ce soir, à laquelle j'ai du plaisir à participer, et la relation avec les proches aidants. Et ce matin, sur mon vélo, comme une évidence, au fond, cette pensée que l'art est un proche aidant. Et qu'il est un média extrêmement intéressant et important pour une population de pouvoir utiliser quelque chose de l'expression, et ce qui a été dit le confirme bien. Et ce que j'ai envie de changer, c'est d'abord le regard sur la norme. On a pas mal bousculé autour de la norme et de plus en plus contraint à imaginer qu'au fond la norme est la seule et unique possibilité pour les uns ou pour les autres d'exister. Or, lorsqu'on est différent, on questionne la norme. Et cette norme est appelée du coup à évoluer, et j'apprécie assez bien de voir les éléments évoqués par la conférence. Tout comme d'ailleurs j'ai été particulièrement frappé hier soir en participant à la soirée de Clairbois, qui a projeté le film Émotion, un film made in Clairbois par les habitantes et les habitants de Clairbois avec leur atelier vidéo sur le thème de l'émotion. Et c'était particulièrement sensible de voir à quel point la finesse de la compréhension, la finesse de ce qu'ils ressentent, la finesse de ce qu'ils expriment, à travers effectivement des choses un petit peu en dehors de la norme, permet aux uns et aux autres d'être, un, particulièrement touchés, et deux, de comprendre et de un peu mieux saisir en effet ce qu'il se passe lorsque nous proposons, nous finançons, nous sollicitons, nous suggérons, nous accompagnons la création d'ateliers de ce type. Parce qu'au fond, c'est évidemment quelque chose qui peut apparaître pour un certain nombre de décideurs comme quelque chose de futile ou de pas très important. Or, alors à titre personnel, mais le Conseil d'État également est particulièrement sensible à la façon dont nous sommes capables de soutenir ce type de démarche, parce qu'ils permettent justement aussi de faire en sorte que quelle que soit la personne, quel que soit son handicap, quel que soit là où l'on est, d'être toutes et tous convaincus qu'il y a ce petit bout d'humanité qui est capable de s'exprimer au travers de différents médias, qui peuvent être la peinture, l'expression photographique ou encore ces expressions que nous avons vues. Et dans le film de Clairbois hier soir, il y avait une personne en situation de handicap assez lourde qui avait sur un mur rose, parce qu'il adorait le rose, dessiné des bonhommes. Et l'expression de ce qu'il se passe dans la relation entre ces bonhommes est particulièrement fort. Et j'ai apprécié de discuter avec son éducatrice de référence pour nous dire aussi ce qu'il se passe lorsqu'il exprime ce genre de choses. Donc il y a pour moi un véritable intérêt de multiplier les capacités des uns et des autres d'exister dans une institution, dans là où il est, dans le cas présent. Ouais. C'est très juste. C'est vrai que nous, les humains, nous sommes des animaux bavards et nous aimons communiquer. Et quand la communication est plus possible, on est complètement dérouté. Et on voit aussi ces visites qui s'espacent de patients Alzheimer, par exemple, parce qu'on ne sait plus quoi leur dire. Alors que l'art, c'est une manière de faire avec l'autre. Ça peut être simplement regarder un film, mais aussi dessiner, toucher de la matière avec quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on ne peut plus parler, mais avec qui on peut faire encore des choses. Mauro Poggia, vous avez un département qui est un peu à la croisée. Ces questions d'art-thérapie, elles sont un peu à la croisée entre votre département et celui de Thierry Apotello. Est-ce que vous dites l'art-thérapie, c'est pas mon département, c'est le sien, et lui la même chose, ou bien est-ce que vous coopérez ? Alors bien sûr, nous coopérons. Je rappelle que
durant la dernière législature, l'action sociale et la santé étaient ensemble. C'est pas parce qu'elles ont été séparées dans deux départements qu'elles ne sont pas ensemble dans la vie. Et donc, si elles sont ensemble dans la vie, elles doivent être ensemble dans les politiques qui sont menées. Merci à Madame Jeunesse pour cette brillante conférence. Je pense qu'il nous ouvre les yeux. On a vu des personnes qui, spontanément, finalement, ont fait naître une art-thérapie en tant que manière de répondre à une souffrance. Ils se sont automédiqués Voilà, par l'art. c'est de l'automédication. Nous apportons à des personnes qui peut-être n'ont pas encore pris conscience de la nécessité de s'exprimer par ce langage universel qu'est l'art, quelle que soit son expression, et qui peuvent sortir d'une certaine souffrance, retrouver peut-être leur moi profond par une expression artistique. L'art-thérapie devient une thérapie parmi d'autres pour apporter un mieux vivre à la personne. Alors c'est vrai, le département de M. Apotello s'occupe des personnes handicapées, le mien s'occupe des personnes âgées. On se rend bien compte que beaucoup, et de plus en plus, malheureusement, de personnes âgées, compte tenu du vieillissement de la population, souffrent de troubles cognitifs de type Alzheimer. Et c'est vrai que cette souffrance, qui parfois conduit à l'enfermement, au désarroi, peut trouver un soulagement dans une expression autre que le langage qui parfois échappe à la personne, comme cette clé qu'on ne retrouve pas dans la poche. Donc cela met aussi en évidence la nécessité de travailler en réseau, de cette transdisciplinarité autour de la personne qui, à un moment de sa vie, a besoin de soutien. L'art-thérapie n'est pas une réponse unique à une problématique, c'est un acteur, merci à ceux qui apportent ce soulagement, c'est un acteur qui doit apprendre à travailler avec d'autres, chacun devant d'ailleurs apprendre à travailler avec d'autres, avec un patient qui n'est plus simplement un objet d'attention et de soins, mais qui, par l'expression artistique, devient un vrai sujet. Et qui doit financer Alors, ça qui est à la lisière entre l'art, la santé et le social? Alors c'est vrai, ensuite, vous avez raison, il y a toujours une question, qui paye quoi? C'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut toujours faire mieux. Je pense que quand on regarde aussi ce qui se passe autour de nous, Genève fait bien les choses. Il faut dire que les établissements pour personnes handicapées comme les EMS offrent bien sûr ce type de prestations. Pas toujours évidemment avec des professionnels qui pourraient apporter un savoir plus spécifique, mais c'est vrai que l'expression artistique est proposée par les personnes encadrantes. Donc certainement on peut faire encore mieux à ce niveau-là. C'est vrai que ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à cette expression-là. Donc il faut aussi essayer de susciter ce besoin de la personne qui n'en a peut-être pas conscience elle-même à un moment de sa vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une médecine complémentaire, comme on l'appelle, une thérapie complémentaire qui n'est pas prise en charge par nos assurances, c'est vrai, donc qui doit être prise en charge soit par la personne, soit par ses proches, soit par la collectivité. Et c'est là que nous avons certainement un travail à faire et une amélioration à apporter. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques dans le public ou de la part... Ouais, Thierry Apotello. Oui, c'est un élément parce que M. Poggia a raison. Il s'agit d'une permanente confrontation des budgets et des silos dans lesquels nous sommes. Il ne faut pas se le cacher. Alors, heureusement, dans mon département, j'ai et la culture et la question du handicap. Mais on m'a soumis une demande d'une association qui est active et dans la culture et dans le handicap, dans le sens où elle fait de l'inclusion à travers la médiation de l'art. Et quand elle va au service de la culture, on lui dit « Ah, je suis désolé, c'est pas de la culture, c'est handicapé, il faut aller voir le collègue en charge du handicap. » Et le collègue en charge du handicap, oui, je suis désolé, mais c'est quand même de la culture, votre affaire, là, votre festival. Donc évidemment, ça remonte chez moi. Alors c'est plus facile, c'est moi qui m'en occupe. Mais je tranche et j'arbitre. Mais c'est vrai que le réflexe, évidemment, quand des budgets sont un peu serrés, c'est d'aller chercher chez l'autre une meilleure possibilité. Donc on doit, en permanence, nous aussi, avoir ce réflexe au fond de dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est est-ce qu'on est d'accord de soutenir un festival qui permet la rencontre comme ce type de soirée, de pouvoir proposer un certain nombre d'ateliers? Eh bien oui, et puis on prendra, puisque c'est comme ça, on prendra un bout chez l'un et un bout chez l'autre. Voilà, comme ça c'est tranché.
Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Non. Est-ce que moi j'avais une question aux art thérapeutes. Est-ce que si le patient ou la personne dont vous vous occupez a été un artiste, est-ce que vous l'abordez de la même manière que si c'est quelqu'un qui n'a jamais touché à l'art? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, moins on en sait, mieux c'est. Et ça va répondre un petit peu à votre question. Quelqu'un qui a été un artiste, ça va être une prise en soin qui va être beaucoup plus complexe. Parce que cette personne, elle va avoir des résistances beaucoup plus fortes. Et elle va beaucoup plus intellectualiser aussi ce qu'est l'art, plutôt que de se laisser porter par l'émotion artistique. Donc ça va être une prise en charge possible, mais plus compliquée. Et les proches aidants, s'ils sont ni ergothérapeutes ni art-thérapeutes, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça, au fond, dans le quotidien avec le proche dont ils s'occupent? Alors moi, j'aimerais juste rajouter, je rebondis, et ça sera aussi un lien avec votre question, c'est-à-dire que par rapport aux proches aidants, je vais vous parler je suis proche aidante d'une maman qui a la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans, et elle était pianiste. Et actuellement, elle ne peut absolument plus du tout utiliser la musique, en tout cas jouer du piano. Même si elle pianote sur son lit, sur sa table, etc. Mais rien ne correspond à des morceaux qu'elle connaissait. Et par contre, c'est vrai que l'intervention d'une musicothérapeute lui permet de rentrer dans des souvenirs ici, maintenant, d'être reconnectée avec elle-même quand elle écoute de la musique, quand elle écoute des morceaux qu'elle a joués. Et je pense que c'est très difficile, en tout cas c'est un élément extrêmement sensible en tant que proche aidant d'être aussi dans l'attention de ce que a aimé notre proche, quel espace et quel accueil on fait de ce qui pourrait faire ou pourrait plus faire comme avant, parce qu'il y a tout un deuil et tout un processus de renoncement par rapport à les notes que j'entendais dans ma chambre d'enfant, de maman qui jouait comme ça de manière très fluide, et là il y a du silence. Et comment accepter effectivement de pouvoir faire de la place à ça et de proposer une médiation, de proposer de la musique. Mais vous le faites parce qu'il y a la Oui. musicothérapeute, mais vous, comme fille de oui. cette femme, vous faites quoi quand vous allez la voir? On chante. On chante beaucoup. Et c'est vrai que alors l'effet thérapeutique, l'effet du bien-être ou de mieux-être, il est vraiment, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je témoigne, c'est tu me redonnes des bouts de mon histoire, tu me redonnes des bouts de ma vie, et ça je trouve très touchant de pouvoir être dans cet espace relationnel et dans ce moment-là où tout d'un coup on peut être ensemble dans une histoire de vie de l'ici maintenant, plus dans l'histoire de vie d'avant, mais dans l'histoire de vie ici maintenant. Mauro Poggia, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il serait faux peut-être de réduire le débat à une question financière en disant mais qu'est-ce que la société apporte finalement pour permettre à cette art-thérapie de s'exprimer. Les personnes que l'on a vues tout à l'heure, aucune d'elles n'était, me semble-t-il, une personne aisée. Même c'était des personnes très modestes, parfois même démunies. Et pourtant, elles ont cherché dans cette expression artistique leur expression de leur moi profond, de leur souffrance aussi. Et je pense que ce qu'il faut que l'on fasse, et c'est là que les proches aidants entrent, parce que ce sont eux, parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont précisément à l'écoute, peut-être davantage, parce que plus longtemps présents, c'est à eux d'être sensibles à cette possibilité qu'il peut y avoir chez une personne qui à un moment de sa vie, n'a plus toutes les mêmes capacités et qui en souffre intérieurement de ne plus pouvoir s'exprimer comme elle le faisait par le passé, lui donner d'autres moyens d'expression. Que ce soit d'abord une simple page blanche avec des crayons, ensuite une boîte de peinture peut-être, et laisser voir comment les choses s'expriment. Pour celles et ceux qui étaient là hier soir, la personne qui parlait de son expérience personnelle a dit quelque chose d'assez drôle. Sa mère, à un moment donné, plantait des brosses à dents
Alors la première réaction quand on rentre à la maison, qu'on voit qu'on a mis dans le bac à fleurs des brosses à dents que l'on arrose, c'est peut-être d'arracher ces brosses à dents en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et peut-être que c'était son expression, certainement, c'était son expression artistique à elle, peut-être un peu primaire dans un premier temps, mais laisser cette expression s'épanouir. Et je crois que c'est ça qui est important, ne pas vouloir toujours, comme disait M. Apotello, normer les choses et se dire, là, il y a une déviance, il faut ramener la personne vers le normal. Non, le normal, finalement, c'est qu'une anormalité sur laquelle on s'est entendu. Et Catherine Maffei, peut-être sur l'humour aussi, on a vu dans ses œuvres qu'il y a beaucoup d'humour de la part des patients. Ouais, cette capacité à ne pas se prendre au sérieux, à être capable de vêtir des costumes invraisemblables, est-ce que c'est aussi pour les proches un moyen de dédramatiser au fond ce qu'ils sont en train de vivre? C'est de voir le côté comique qu'il peut y avoir parfois aussi dans une situation ou dans une histoire de vie. Oui, c'est vrai qu'ils ont... certains ont beaucoup d'humour et c'est quelque chose qui peut être aidant. Voilà, mais c'est pas ce qui ressort le plus, disons, de mon vécu, de mon expérience. L'humour est là, présent, parce que voilà, c'est quelque chose qui est naturel dans la vie, mais c'est pas ce qui est le plus présent, je dirais. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Mauro Poggia, parce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de l'art-thérapie, par rapport à ce qui peut soigner, guérir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'art et il y a la relation. Ça veut dire qu'il y a le thérapeute aussi. Il y a besoin de la relation aussi. Voilà, il me semble qu'il y a vraiment les deux. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Oui, oui, bonjour. Écoutez, cette question s'adresse à M. Stéphane Delgrand. Je suis étudiant en art-thérapie à l'atelier à Genève et j'ai donc eu l'occasion de participer à un stage de la Maison de l'Ancre qui était très intéressant. Par contre, je crois savoir que vous êtes un très très grand établissement. Il n'y a pas beaucoup d'autres postes à pourvoir dans le canton. Et je voudrais savoir si vous avez des projets à ce niveau-là, au niveau de la maison, des établissements des épis. Merci. Vous avez préparé votre CV aussi? C'est pas personnel, c'est pour la branche. Monsieur Delgrand, ouais, prenez le micro. On a un poste à pourvoir l'année prochaine, donc si jamais, voilà. Non, mentionnez que par rapport à votre question, dans un établissement comme le nôtre, on n'a pas énormément de postes d'art-thérapeute. On a aussi des collaborateurs qui ont des doubles formations, donc qui ont des formations d'éduc et d'art-thérapeute. Ce qui peut permettre un avantage, c'est une certaine proximité. L'éducateur peut parler de l'activité d'art-thérapie dans le cadre de l'art-thérapie, dans le cadre de son accompagnement quotidien, donc l'activité va à la rencontre de la personne. Maintenant, comme on aimerait aussi que les personnes développent des activités hors de leur lieu de vie, c'est là qu'on est aussi intéressé par soit des postes d'art-thérapeute à des taux d'activité différés, soit sur des mandats spécifiques dans certaines résidences. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, si je vais plus loin, c'est à un moment donné de se développer un petit réseau externe à l'institution, parce que l'art-thérapie peut être aussi un outil d'inclusion intéressant, dans le sens où c'est une activité qui développe une certaine accessibilité, vu qu'elle a un seuil de tolérance assez haut à des personnes spécifiques. Et du coup, c'est aussi intéressant dans notre recherche d'avoir un réseau d'acteurs externes où les personnes sortent pour aller faire une activité à l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions dans la salle? Oui. Je voulais juste pas contredire. Claudia Menzago-Longchamp, oui. L'activité, enfin, vous parlez d'activité, mais l'art-thérapie, ce n'est pas une activité. C'est un processus de soins et c'est une thérapie non médicamenteuse. C'est très important parce qu'on parle beaucoup de ces doubles casquettes d'animateurs qui sont aussi art-thérapeutes. L'animateur est un animateur, l'art-thérapeute est un art-thérapeute. Ce sont deux professions différentes. Et c'est très très important, je profite que vous soyez là, vous deux conseillers d'État, de clarifier cette chose-là. Parce qu'il faut vraiment que nos professions de thérapie non médicamenteuse soient incluses dans les processus de soins et non pas dans les processus d'animation. C'est pas pareil, on ne parle pas de la même chose. Je voulais juste... D'abord,
je crois qu'on va être d'accord. Je pense que ce qu'on doit distinguer, c'est deux choses. Il y a des activités de création libre qui ont des effets thérapeutiques, mais qui ne sont pas dans un cadre thérapeutique. Et ça, on cherche aussi à les développer. Et puis, il y a des activités dans un cadre thérapeutique qui sont des activités d'art-thérapie. Ce qu'on va essayer, en tout cas ce que je souhaite, c'est pas qu'on oppose les deux choses, parce qu'elles peuvent être complémentaires, mais par contre, je pense que c'était important votre intervention pour qu'elles soient distinguées et pas mélangées. Thierry Apotello, vous êtes d'accord avec ça, pour qu'on ne mélange pas au fond deux choses qui sont pas les mêmes, entre l'activité et la thérapie? Oui, je pense qu'on a parfois un peu la confusion dans les interprétations, peut-être certainement par méconnaissance de ce processus évoqué à l'instant. Le fait de pouvoir le préciser comme vient de le faire mon voisin, c'est nécessaire. De ne pas opposer les choses, de rendre aussi la créativité, de s'autoriser aussi à l'expression, une expression qui peut être cadrée, on ne peut pas tout faire, tout n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. En revanche, on peut aussi se donner l'autorisation de chaque adulte, de la cuisinière au nettoyeur, en passant par la réceptionniste et autres, d'avoir aussi un temps de liberté qui permet justement cet exercice-là. Cet exercice, il est profondément lié, cela a été souligné, à la question de la relation et du lien, mais aussi à sa sécurité. Donc si on est en sécurité, on peut s'autoriser à. Le travail d'art-thérapie fait partie d'un cadre, en effet, qui, comme son nom l'indique, mais qu'on galvaude parfois, est de la thérapie. Merci. Lisiane Farquet-Martinez, vous, comme ergothérapeute, vous avez vécu aussi un peu ces confusions. Et votre profession, à vous, elle est plus clairement orientée vers la thérapie. Enfin, vous faites partie souvent du chapeau des soins, ce qui n'est pas forcément le cas des arts-thérapeutes. Oui, c'est un peu différent, déjà dans le sens où nous sommes remboursés par les caisses maladie. Donc on a moins ce souci financier, enfin moins, parce que c'est vrai qu'on a toujours à se défendre auprès des assurances aussi, et de plus en plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un processus qui est différent. C'est vrai que l'outil créatif est un des outils utilisés, un des moyens utilisés. Et c'est vraiment, nous on parle vraiment de l'activité créatrice à proprement parler. Donc c'est ce qui nous différencie aussi avec l'art-thérapie. On va utiliser cet outil-là pour pouvoir atteindre nos objectifs, les objectifs qui sont posés avec le patient, toujours en début de thérapie. Et on mesure au fond les progrès que vous permettez aux patients de faire. C'est ça, voilà, on essaie d'évaluer, vous. Oui, alors disons que nous évaluons régulièrement nos thérapies pour pouvoir voir l'avancement, voir si on est toujours dans la bonne direction, voir si le patient est toujours aussi... Si pour lui, ça prend toujours son sens, parce que c'est vraiment là que s'ancre l'activité, c'est là où il y a du sens pour lui. Donc, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce qu'il faut qu'on change de direction, change d'activité? Voilà. Et toujours avec le lien également, là, par contre, on est d'accord. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Je ne sais pas où est le micro. Oui, je oui, le vois pas. c'est ici, merci. Merci. Bonsoir. Oui, on a parlé d'art-thérapie dans des structures type Centre Espoir ou EMS. Y a-t-il des ateliers libres ou bien des aides à domicile pour une personne en difficulté d'ordre psychique qui ne pourrait pas se déplacer, sortir, voilà. Donc atelier sur l'extérieur ou à domicile, une personne en difficulté. Est-ce que ça existe? Est-ce que quelqu'un sait ça? Alors j'enchaîne un tout petit peu parce que c'est un peu notre mandat au SEA, au service d'ergothérapie ambulatoire. Et on a cette chance de pouvoir le faire, donc de se rendre au domicile des patients grâce à notre subvention dans le département de M. Poggia. Donc c'est... je le dis. Non, parce que c'est vrai que peu d'ergothérapeutes se déplacent parce que le remboursement du déplacement est faible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes subventionnés par le département. C'est pour que l'on puisse se déplacer chez le patient. Donc c'est un des mandats que l'on a. Mais l'idée d'arcade en ville où les gens pourraient se rendre au lieu d'aller acheter des habits et consommer sans cesse, peut-être créer, en buvant un café avec d'autres, c'est quelque chose qui existe à Genève ou pas du tout? Et est-ce que c'est envisageable?
Alors oui, il y a l'Arcade, Arcade 84, qui est autant ergothérapie que sociale, donc qui est aussi une arcade qui accueille. Libre, donc ouverte, les gens peuvent Voilà, les gens peuvent se rendre pointer là-bas. spontanément. Voilà, Ouais, exactement. Ouais, Arcade 84. C'est où? Ils sont À la Servette? à la rue Chaube, au-dessus de la gare, oui, tout à fait, à la rue Chaube. Super, merci. Est-ce qu'il y a encore, encore une question? Attendez peut-être le micro, parce que comme c'est filmé, c'est aussi enregistré, sinon on n'a pas votre intervention. Merci. Je voulais juste compléter la réponse. Il y a un autre atelier qui existe depuis fort longtemps, peut-être 30 ans à peu près, qui est l'atelier Galif, qui est géré par le Centre social protestant. Et eux, ils ont vraiment comme vocation d'accueillir les personnes tout venant, qui soient en difficulté de santé, mais aussi que ce soit psychique, physique, ou des gens juste qui n'ont plus d'activité professionnelle. Et eux, ils accueillent les gens tous les après-midi pour toute activité qui fait sens pour la personne. Voilà, beaucoup de choses. C'est souvent artistique aussi. Oui, c'est très Ou artistique. c'est du bricolage. Ça peut être... Voilà, parfois, vraiment, c'est des objets utilitaires, mais qui ont du sens. Et puis, voilà, ça correspond parfois à quelque chose que la personne faisait déjà auparavant ou un hobby. Mais voilà, c'est vraiment un lieu d'accueil. Donc ce lieu est, qu'est-ce qu'on dirait, non, pas Saint-Jean, vers... Derrière le collège Voltaire. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'on prend encore une dernière intervention? Parce qu'on a dit qu'on allait jusqu'à 8h, mais on continue à aller encore 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question concernant si vous avez prévu un budget peut-être pour des parents ou frères et sœurs qui désiraient, eux, s'occuper directement de leurs frères ou leurs sœurs ou leurs cousins qui auraient un problème psychique ou autre. Mais qui souhaiteraient l'aider en art-thérapie ou comme proche aidant? Parce que ça, c'est une vaste question. Comme proche aidant, mais il y a plein de... La question de la rémunération des proches aidants, je pense qu'il nous faudrait plus qu'une soirée entière pour en discuter. Je ne sais pas si Mauro Poggia veut dire quelque chose. Bon, c'est une problématique évidemment qui revient. J'imagine que derrière votre question, il y a la problématique d'un proche qui cesserait de travailler partiellement pour se consacrer à un proche et donc qui devrait compléter cette perte de revenus par une autre source de revenus. L'assurance invalidité a une prestation qui est l'allocation d'assistance, qui est très peu utilisée, qui permet effectivement de... Alors, il faut discuter, parce que normalement, la personne qui assiste ne peut pas être parent en ligne ascendante ou descendante. La frère et sœur, ça pourrait peut-être jouer. Et donc, avec une allocation d'assistance, ça veut dire que le frère ou la sœur deviendrait l'employé de la personne assistée et donc pourrait lui verser un salaire avec un contrat de travail, et ce salaire serait pris en charge, selon les limites fixées par la loi, par l'assurance invalidité. Donc n'hésitez pas, l'Office cantonal de l'assurance invalidité est là pour fournir aussi des explications sur cette prestation qui est très peu utilisée encore, trop peu utilisée. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, une précision? Oui, j'aimerais préciser quelque chose par rapport à l'art et la santé. C'est vrai que là, on parle d'art-thérapie, mais comment est-ce qu'on suscite et comment est-ce qu'on ouvre des espaces de l'art dans les hôpitaux ou dans les institutions? Quel art mettons dans les hôpitaux? Et c'est vrai que, en tout cas, au département de santé mentale et psychiatrie, on a la chance d'avoir un centre ouvert où il y a des expositions qui sont organisées par les affaires culturelles. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que de donner envie en voyant ou de parler d'une œuvre d'art, d'une photo, d'une sculpture, ça permet aussi de rentrer dans une expression différente que de parler d'un traitement, que de parler de l'histoire de vie, que de parler de l'anamnèse, que de parler de... etc. Et c'est aussi une manière d'être dans ce lien art et santé. Merci. Une dernière question, madame, oui. Oui. Écoutez, j'aimerais juste revenir sur les ateliers d'art-thérapie à l'extérieur, donc pas en institution. Vous savez qu'il y en a, enfin, vous en avez parlé, il y en a quelques-uns, mais il y en a surtout un, le Centre de jour et d'expression à Plain Palais.
qui a tout un programme. C'est un atelier ouvert, il y a cafétéria et puis il y a des heures par semaine avec l'art-thérapie, il y a aussi l'atelier d'écriture. Mais en tout cas, ça marche très bien. Disons, c'est vraiment à conseiller. C'est peut-être un peu réservé, pas réservé, mais fréquenté surtout par des personnes psychiatrisées. Mais les gens, ils viennent aussi tout seuls. Donc et il y a du public qui vient voir les œuvres exposées. Oui, ils font des expositions de peinture. Oui, ils font chaque année. Je crois qu'il y en a eu justement une exposition dernièrement. Je ne sais pas si elle a déjà terminé. Oui, ils font ça très régulièrement. C'est vraiment très bien. Merci pour toutes ces explications. C'est à la rue des Savoises. À la rue des Savoises, d'accord. Pardon ? Association Parole. Association Parole, voilà. C'est le nom de... Voilà. Mais... Merci. Voilà. Merci. Alors, peut-être pour clore cette soirée, je vous remercie pour vos interventions. Je vais peut-être demander à Mali Geneste, est-ce que vous, qui vous occupez de la collection d'art brut à Lausanne, vous allez vous promener dans ces institutions à travers la Suisse, comme le faisait Dubuffet pour trouver des artistes qui... Non ? Non. Pourquoi Et pourquoi vous ne le faites pas ? Alors... Oui. C'était pas la question à poser. Non, mais c'est vrai, quand on entend ça, on se dit, il y a peut-être des Aloïse, voilà. Absolument. Et certainement qu'à l'intérieur de ces institutions, il y a peut-être des personnes qui auront cette sensibilité, qui connaîtront peut-être d'autant plus qu'elle est diffusée, la collection de l'art brut, qui quand même aujourd'hui a une notoriété très large, qui auront l'idée de protéger peut-être la personne pendant un certain temps et puis de sentir qu'il est possible de prendre contact avec la collection. Donc on peut vous signaler les artistes remarquables. Tout à fait, bien sûr, et c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été là et merci aux intervenants pour la qualité de leurs commentaires. Bonne soirée.